Bonjour, je suis Timo Masson. Et je suis Max Chauvineau et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'univers des comics. Comme toutes les 2 semaines, nous allons parler aujourd'hui de 4 sujets. Donc nous commencerons avec deux sujets d'actualité et premièrement nous parlerons de la récente annonce d'une série audio Batman sur Spotify. Ainsi avec le monde du podcast qui prend de plus en plus d'ampleur pour les adaptations de comics, on se demandera qu'est-ce qui fait une bonne adaptation audio et quels comics pourraient bien donner en adaptation audio. Et deuxièmement, nous aborderons un autre sujet d'actualité, vu que nous passerons à une news équivalente chez le concurrent de DC. En effet, nous avons appris récemment que Jamie Foxx reviendrait en électro dans le troisième opus de Spider-Man, et que Doctor Strange serait aussi de la partie dans ce film. Ainsi, nous évoquerons les possibilités d'introduction du Spider-Verse au niveau de Spider-Man 3. Ensuite, nous parlerons de deux sujets que nous avons spécialement choisis pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, suite à nos deux premiers top 5 de la saison, sur notre site, nous parcourrons ensemble les films adaptés de DC Comics et rendrons le verdict final, top ou flop. Et enfin, nous avions aussi envie de parler d'un sujet que nous avions pas encore abordé sur une autre de nos plateformes. Mise à l'honneur dans notre chronique Comics Out, la communauté LGBTQ est de plus en plus présente aussi dans les comics et nous aborderons ce sujet. Et aujourd'hui, attention, parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons un invité, vu que nous accueillons dans cet épisode un autre membre de l'univers des comics, Marlon. Bonjour. Bonjour Marlon, et commençons sans plus attendre avec le premier sujet. Alors, notre présence aujourd'hui en atteste, le monde du podcast et de la production audio est en pleine expansion. Et comme elles l'ont fait avec les blockbusters hollywoodiens et les séries sur les plateformes de streaming, les adaptations de comics commencent aussi à se multiplier sur les plateformes audio. Après le livre audio de Sandman et la récente annonce par Skybound d'une adaptation de son comics Gasolina sur Audible, DC a signé un contrat de production avec Spotify. La première série audio à voir le jour sera la série Batman Unburied de David S. Goyer, mais face à ces adaptations en version audio d'un comics, qui, soyons honnêtes, sont plutôt des œuvres graphiques à la base, Max, je vais te poser cette question. Qu'est-ce qui fait ou ferait une bonne adaptation audio d'un comics? Eh bien écoute Timo, merci de ta question, c'est une très bonne question déjà. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec tous les éditeurs de comics que nous avons à disposition aujourd'hui, à savoir Marvel, DC, Image Comics, Dark Horse, etc., le choix parmi les histoires à adapter est vraiment vaste. Et vu qu'une série comics adaptée en audio est assez particulière, il faut que l'histoire soit suffisamment claire et en même temps prenante pour pouvoir captiver l'auditeur. Ainsi, par exemple, je vais pas imaginer une adaptation audio d'un comics comme DC Multiversity, par exemple, qui est très compliqué et très dense, ou alors le Civil War chez Marvel, par exemple. C'est des histoires très intéressantes, mais très compliquées. Donc, potentiellement, on pourrait perdre l'auditeur. Par contre, une histoire assez courte comme The Dark Prince Charming, qui est sortie il y a assez peu, je crois l'année dernière, si je vous dis pas de bêtises, pourrait très très bien s'adapter en format audio, selon moi. En fait, pour que ça fonctionne, il est nécessaire que l'histoire captive, et que pour que cette histoire captive, il y a un espèce de côté introspectif de la part du personnage principal. Alors, pourquoi ce côté est important? Eh bien, encore une fois, sans les images, il est assez difficile de se rendre compte des émotions. On ne peut pas avoir une image qui nous fait passer une émotion du personnage. Donc du coup, tout doit passer par sa voix, et notamment par ce qu'il raconte. Et donc le fait d'avoir un narrateur interne au personnage qui va commenter ce qu'il fait, ou alors les réflexions qu'il peut avoir sur certaines choses, ça permet de ne pas perdre le lecteur. Et du coup, en parlant de commentaires, si on n'a pas d'introspective, du personnage principal, donc il ne raconte pas ce qu'il fait, on peut tout à fait envisager par contre d'avoir un narrateur complètement, séparé du personnage principal, une sorte de voix off. Ainsi, cette voix peut suivre un espèce de fil rouge de l'histoire et que la commenter au fur et à mesure pour, lorsque l'histoire devient peut-être un peu plus complexe, ramener toujours, l'auditeur sur le fil rouge, et nous permettre aussi d'explorer un peu plus les émotions ou les stades par lesquels passent les personnages, quand ils subissent différentes épreuves. Et enfin, l'intérêt aussi d'un comics audio, c'est que comme on se base pas sur les images, c'est pas la même chose l'image quand même, c'est quand même la base d'un comics. Le graphisme est très important dans ces œuvres-là. Du coup, vu qu'on n'a pas ça, il faut qu'on ait suffisamment de détails, et du coup, faut qu'on puisse, nous, auditeurs, pouvoir vraiment
imaginer l'histoire, de notre point de vue et donc ça, c'est très important d'avoir suffisamment de détails et enfin, je pense que le plus important, c'est le casting audio. Il faut que les acteurs vocaux, arrivent vraiment à personnifier, assez bien, assez, précisément leur personnage et soient suffisamment, bons au point de faire passer un ensemble d'émotions à l'auditeur. Par exemple, si je prends un exemple, si on me demande de choisir un acteur vocaux pour, faire une série audio sur Batman, la série Batman qui va arriver, mon premier choix dans ma tête, serait bien évidemment Kevin Conroy, qui est la voix officielle de Batman et qui était la voix officielle dans les dessins animés Batman avec lesquels, par exemple, j'ai grandi comme, le Batman, la série animée ou la Ligue des Justiciers, ou la Ligue des Justiciers Unlimited. Donc en fait, je pense que ce casting audio, il faut qu'il soit bon et s'il est bon, il permet de transcender cette expérience, auditive de l'auditeur. Mais si on devait choisir maintenant 2 comics parmi tous ceux qui existent à produire en version audio, ce serait quoi pour toi les 2 meilleurs choix? C'est sûr que c'est un choix assez difficile, mais si je devais prendre, dans les 2 plus grosses maisons, c'est-à-dire Marvel et DC, je dirais que ça pourrait être intéressant d'adapter, House of M et potentiellement Batman Allant Halloween, qui est une très, très bonne histoire. Mais tout ça, bien sûr, reste de la spéculation. Restons dans la spéculation justement, les derniers jours ont affolé la toile avec 2 infos successives. Tout d'abord, nous apprenions que Jamie Foxx rejoignait le film Spider-Man 3 pour réincarner Electro, qu'il avait déjà joué dans The Amazing Spider-Man 2. Alors, est-ce qu'il jouerait le même personnage? À voir. Et ensuite, Doctor Strange, lui aussi rejoint le film alors que son prochain film solo s'intitule Doctor Strange in the Multiverse of Madness et qui est donc censé introduire le multivers Marvel. Du coup, on va poser la question à notre invité du jour, Marlon. Nous orientons-nous vers un Spider-Verse au cinéma? Et au juste, en bref, c'est quoi le Spider-Verse? Alors, pour faire assez simple et court, le Spider-Verse, c'est la partie du multivers Marvel qui est caractérisée par les différentes incarnations du tisseur, donc qu'on retrouve évidemment sous le nom de Spider-Man. Donc, dans ce Spider-Verse, on y trouve de très nombreuses versions de Spider-Man, notamment ce qu'on peut voir dans le film Spider-Man New Generation, donc pour la VF, ou Into the Spider-Verse, pour la version américaine. En termes de comics, on retrouve beaucoup ce thème de Spider-Verse dans le comics de Dan Slott et Olivier Coipel, qui est un très bon comics que je vous conseille de lire. Pour ce qui est d'Electro, il est mort dans The Amazing Spider-Man 2. Si un Spider-Verse existe, il est difficilement pensable que Spider-Man 3 se passe pendant les événements de The Amazing Spider-Man 2, car Electro naît, entre guillemets, dans le sens où il devient le méchant, et meurt pendant ce film, et il ne parle à aucun moment d'un autre Spider-Man, et encore moins d'un multivers dans le film. Donc ça serait assez difficile de relier ces deux films. De plus, l'acteur a indiqué qu'il n'était pas bleu dans Spider-Man 3, donc ça paraît assez peu probable que cela soit le même personnage du même univers. C'est d'ailleurs plus intéressant pour Fox, qui aurait donc une nouvelle intention d'acting et qui pourrait changer du loser qu'il incarne en Maxwell Dillon. Enfin, si on élargit la problématique au-delà d'Electro, on peut se demander si Marvel n'est pas en train d'introduire le Spider-Verse au cinéma. Tu l'as dit Timo, Doctor Strange fera partie de Spider-Man 3. Il sera là en tant que figure de mentor pour remplacer Tony Stark et son propre film introduira le multivers. Spider-Man 3 sortant avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il est totalement possible que le film agisse en tant que petite introduction du second opus sur les aventures du sorcier suprême. Il y a également de très nombreuses rumeurs sur l'apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le troisième opus sur le héros araignée. L'option Spider-Verse reste donc très probable pour le Marvel Cinematic Universe en créant quelque chose qui n'a jamais été vu dans les films Marvel. Ok, admettons maintenant que le concept de Spider-Verse arrive au cinéma. À quoi cela pourrait-il ressembler? Et bah si le Spider-Verse arrive au cinéma, on peut pas trop savoir quelle version Marvel voudrait reprendre. On a déjà deux versions, la version de Spider-Man Into the Spider-Verse et la version comics de Slott et Coipel. Avec les trois acteurs réunis, on pourrait obtenir quelque chose de vraiment étonnant, chacun ayant apporté quelque chose de très différent au cinéma. Maguire pourrait être une version plus ancienne, peut-être plus blasée de Spider-Man, dans le style de celle qu'on retrouve dans Into the Spider-Verse, alors que Garfield pourrait être la version plus triste, vu la fin des événements dans The Amazing Spider-Man 2, avec la mort de Gwen Stacy, donc dans sa temporalité, et pourquoi pas rechercher une nouvelle Gwen Stacy dans un nouveau monde si celui-ci atterrit dans le monde de Spider-Man 3, joué par Tom Holland.
Quant à ce dernier, il restera probablement le jeune héros qui acquiert petit à petit de l'expérience en affrontant divers méchants. Ce trio évoluerait sûrement dans le monde du Peter Parker de Tom Holland, car on reste dans le MCU et ça serait assez étrange de voir Marvel retourner des scènes dans ses anciens univers. On pourrait assister par exemple à un team-up des trois héros contre Electro si jamais ce Spider-Verse arrive dans le film Spider-Man 3. Ouais, c'est vrai que ce serait ouf, mais alors rapidement, je vous ai concocté le sujet suivant, vous m'en direz des nouvelles. Alors aujourd'hui, le sujet que je vous ai concocté, ça va être le premier jugeant pour le podcast, ça va être une discussion spontanée, donc je tiens à signaler aux auditeurs que Max et Marlon ne savent pas du tout comment ça va se passer, c'est ça qui va être cool aussi. Et donc on se base sur, nos 2 top 5 qu'on a publiés sur le site, qui, si vous les avez lus et pour rappel, sont le top 5 des meilleurs films d'ici des 20 dernières années et le top 5 des pires films d'ici des 20 dernières années. Alors on va un petit peu s'étendre au-delà des 20 dernières années parce que voilà, soyons honnêtes, en faisant les 2 top 5, on a déjà un peu tout parcouru. C'est pas pour ça qu'on n'en aura pas des 20 dernières années. Mais alors, on va essayer d'être le plus spontané possible. Je vais vous dire un titre de film et vous allez devoir me dire top ou flop. Il n'y a pas de middle, c'est top ou flop. Ok, Tous les deux en même temps aussi, si vous voulez. Et alors, le jeu, ça va être que si vous n'êtes pas d'accord, il faudra essayer de convaincre l'autre. ok, ça marche. Ça roule. Alors, Superman Returns. Flop. Ah, ouais, flop, mais il y a Ah quelques non, bonnes il y a quelques bonnes choses quand même dans le film, Oui, tout n'est pas tout acheté. à fait. Non, c'est sûr. La scène de l'avion est extraordinaire, mais après le reste, c'est de la merde, mais la scène de l'avion est extraordinaire. C'est vrai. Allez, Constantine. Top, Ouais, top. Franchement, top. top, et c'est quand même Keanu Reeves, quoi. Ouais. Oui, puis Mhm. le film est bon. Il arrive même à me faire oublier que Constantine n'est pas blond et n'a pas un accent anglais, alors tu vois, c'est pour te dire. C'est vrai. Watchmen. Ah bah, Oh, top. top, top of the Top pop. direct. L'un des meilleurs films, l'un des un Ah film ouais, de c'est super-héros, clair. de tous les temps. Ouais. D'accord. C'est bien parce que vous êtes tout le temps d'accord, donc ça nique un peu mon concept, mais c'est pas grave. Là, on va essayer de se mettre en désaccord si Ouais, tu veux. on va Moi, essayer. j'ai adoré Green Lantern. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça vachement bien. Bon, moi j'ai Les bien effets aimé, hein. visuels étaient vraiment cool. Ah, Green Voilà. Lantern. Et bah, en vrai, c'est dur de le mettre en top, hein, mais allez, je vais dire top quand même. Ouais, flop, ouais. Ah! Et Heu, pourquoi est-ce que ce c'est serait un l'heure top, du Marlon? du 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 duel. Hem, Bah, parce qu'il y a Ryan Reynolds, figure-toi. Non, c'est pas la seule raison. Bon, déjà, il y a Ryan Reynolds et c'est un très, très bon acteur et en fait, au final, bon, après, je t'avoue que ça fait, je sais pas, peut-être ça fait 5, 6, 7 ans que je l'ai pas vu. Mais les effets visuels, je les trouvais. Même s'il y en avait, bon, une partie qui était pas ouf, on va pas se mentir, je trouvais qu'il y en avait quand même qui étaient pas trop mal faits, genre, par exemple Parallax, j'ai trouvé qu'il était bien fait, puis même au sein du film, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Tout le truc autour des trous noirs, du fait qu'ils aspirent, les éléments plus importants et cetera. Je trouve qu'il y a des recherches qui sont sympas et puis cette petite fin avec Sinestro qui récupère, enfin qui trouve l'anneau jaune, je trouve que voilà, c'est pour moi, c'est un des meilleurs cliffhangers, qu'on puisse avoir, sur une suite de films. Donc, non, ouais, moi j'aime bien. Mais donc, tu viens quand même de dire que les effets étaient pas trop mauvais. Ça, c'est vraiment de l'argumentation de fou quand même. Il y en a qui sont pas trop mauvais. Après, je reconnais qu'il y en a qui sont pas ouf, Il y en enfin, il y ça, en a qui sont pas trop mauvais. voilà, Attention. exactement. Et Max, du coup, est-ce que tu sais convaincre Marlon que c'est un flop, s'il te plaît? Bah, écoute, tous les arguments qu'il a avancés, c'est des arguments contre pour moi. Sauf la scène de fin avec, Sinestro qui est effectivement plutôt cool, mais Et Ryan Reynolds est donc, une chose contre, Max? non, mais Ryan Reynolds, si tu veux, n'est pas au top de son acting dans ce film, Oui, donc je ne le prendrai ni pour une force du bien, ni pour une force du mal sur ce projet. c'est vrai. Mais après, par exemple, Parallax, alors déjà, Parallax, enfin, ils disent que c'est un gardien, Oui, ils disent pas que c'est la force, enfin, c'est l'entité de la peur, bon bref. c'est vrai.
Donc ça m'a agacé. Étant grand fan de Green Lantern, ça m'a agacé dès le début. Après, oui, effectivement, le truc avec le soleil qui absorbe les trucs plus gros, ça, il y a de la recherche qui est faite, mais ça rattrape pas le costume plutôt, même si dans le design pouvait être intéressant, dégueulasse, je trouve. Après, le jeu d'acteur de Mark Strong en Sinestro est bon, mais il y a que lui, quoi, parce que tous les autres, enfin, je sais pas, on parle de comment il s'appelle l'autre, Hector Hammond, Oui, heu, non, ça c'est sûr. On qui n'est joue pas très sur bien un au des meilleurs. début, mais à la fin qui part Ouais, dans un truc, bref, voilà. Non et puis, enfin, je veux dire, il y a pas de en fait, il y a tu pas d'enjeu plus que ça, il parle de sauver la planète, mais enfin, le mec arrive à fumer parallaxe, qui est quand même, genre un truc ultra puissant, et censé c'est vrai. être, la, faiblesse des Green Lantern. Enfin, tu vois, Oui, c'est sûr. c'est un peu ouais, je sais pas, moi, je trouvais que c'était un peu fait, ils avaient pris des petits bouts un peu partout, ils avaient essayé de reconstituer un truc et ça fonctionnait pas. Ouais. Voilà. Oui, bah, c'est signé Greg Berlanti et Mark Guggenheim au scénario, hein, on rappelle. Oui, oui, bah, C'est les producteurs de la Rovers, donc voilà, bah, donc ça appuie tout à fait mon argument, du coup. et c'est C'est eux vrai. qui font à nouveau la série Green Lantern sur HBO Max. Voilà, donc c'est pour Ah, ça que je vais probablement pas la regarder. Alors on va changer un petit peu le concept en cours de route. Ah ah, petit retournement de situation. oh mon Dieu. On va rentrer dans le DC Extended Universe, sauf que je vais pas vous parler du film en général, mais d'une scène du film. OK, vas-y. Alors, Spider-Man, pardon, je me suis Ah oui, quand même. voilà, Spider-Verse ici. Hem, Superman qui pleure après avoir tué Zod. Top. Le alors attends, c'est compliqué. En Man of Steel, du coup. Parce que la réaction en elle-même est stylée parce qu'effectivement, ça montre vraiment le fait C'est parce que que c'est Man of Steel, c'est pour ça. non, oui, non, non, mais voilà, ça montre vraiment le fait que, qu'il savait que c'était, l'un des derniers survivants de son peuple, qu'il voulait pas le tuer, mais qu'en même temps, il voulait pas qu'il tue des innocents et du coup, il est obligé de choisir de 2 mal, il est obligé de choisir le pire. Après la scène où tu as Lois Lane qui apparaît de nulle part, d'ailleurs, c'est une super héroïne, hein. Elle apparaît toujours nulle part, de nulle part, sur toutes les scènes, c'est formidable. Qui le prend dans ses bras pour le cajoler, bon, oui, non, quoi, ça, moyen. Mais après, la scène en elle-même est stylée. Ouais, tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a une intensité de même s'il y a beaucoup de vannes sur internet sur le fait que Henry Cavill, il est assez stoïque dans certains films et je suis pas forcément, il y en a beaucoup il y a beaucoup de mèmes qui disent, qu'il joue un peu toujours de la même façon. Moi, je trouve que Man of Steel, c'est un des exemples où, bah, il a une puissance d'acting, je trouve, qui est vraiment, vraiment étonnante et on la voit dans cette scène-là et franchement, bah, totalement top. J'allais dire le contraire. Totalement top, rien que pour l'acting, quoi. Mmh, OK et Billy Batson qui teste ses pouvoirs en tant que Shazam. top. Je suis un peu plus mitigé. Je pense que je vais la mettre en top parce que c'est un film cool, c'est un feel good movie un peu, tu vois? Au-delà de l'aspect super héroïque, c'est un peu un feel good movie. Mais, je trouve que ce film, ils auraient pu faire des choses beaucoup plus impressionnantes et peut-être, au niveau de l'adaptation en tant que telle, ils ont adapté le New 52 et la version New 52, elle est vraiment bien adaptée. Mais je trouve que il y a ils auraient peut-être pu, je sais pas, faire quelque chose de différent, de peut-être moins copier-coller que le New 52. Parce qu'au final, c'est quand même beaucoup, beaucoup copié-collé sur le New 52. Si tu regardes les costumes, ils sont quand même énormément copiés-collés. Donc je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments où ils ont pas forcément fait un gros, gros travail, d'interprétation. Ils ont juste fait un copier-coller. Mais sinon, la scène en tant que telle, elle est vraiment sympa parce que voilà, elle est tout ce dont on peut s'attendre d'un feel good movie. C'est-à-dire que elle nous fait rire, elle détend un peu l'atmosphère alors qu'on sait qu'à côté, d'un autre côté, il y a les méchants et tout. Donc non, la scène en elle-même, elle remplit bien le film, elle est bien donc ouais, top aussi. Je vais dire top du coup. OK. C'était une très bonne explication ça, C'est c'est vrai, bien parce que c'est vrai. vous donnez plus d'explications en étant d'accord qu'en étant pas d'accord. Heu et allez, une petite dernière, elle a été très, 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 très controversée. Martha. Heu, Vas-y, Marlon, je te laisse répondre. Alors, comment dire?
Moi, je ne fais pas partie des gens qui trouvent que cette scène est ridicule. Parce que, bah, déjà, BVS est un de mes films préférés, voilà. Zack Snyder, je le porte dans mon cœur et qu'en fait, il se trouve que moi-même, je n'avais pas remarqué que leur de mère s'appelait Martha. Donc c'est vrai que ça m'a fait réaliser quelque chose quand j'étais dans la salle devant le film. Je me suis dit: «Putain, c'est vrai, leurs 2 mères ont le même prénom». J'avais jamais tilté. Mais, le revirement de situation en lui-même peut prêter à sourire parce qu'on s'attend pas à ce type de revirement-là vu qu'on se dit: «Bon, bah, c'est des personnages qu'on connaît quand même depuis 45 ans, 50 ans même?» Non, non, Même plus. 80. Oui, voilà, 80, tu ouais, peux c'est ce que partir sur j'allais dire. 80 ans, ouais. Ouais, ouais. Donc oui. Bah, pour ma part, pas 80 du coup, parce que j'ai pas cet âge-là. Mais oui, oui, tout à fait, c'est vrai que je m'attendais pas spécialement à ça, mais au final, c'est quand même bien foutu parce que c'est quand même un pivot, dans le film et ce pivot-là, il est pour moi sur quelque chose qui était totalement inattendu et on peut se dire que même vis-à-vis des personnages en eux-mêmes, le fait de enfin, je veux dire, si tu te balades dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui gueule le prénom de ta mère, tu vas forcément avoir un petit bug, un petit doute et tu vas forcément te dire: «Pourquoi est-ce qu'il dit ça?» Et du coup, je pense que ce retournement de situation, il est pas pourquoi je dis si? Ce retournement de situation, il est pas si fou, que ça et si incongru. Je pense qu'il y a ça aurait pu éventuellement se passer. Après dans les comics, je crois qu'il y a pas de scène dans ce style-là, mais pour moi, c'est pas je dirais pas logique, mais c'est pas complètement dingue que ça se passe, quoi. Donc moi je dirais top, totalement. OK, et Max? Bah, j'avoue que moi, comme Marlon, j'avais pas du tout tilté qu'elles avaient le même prénom, donc ça a eu effectivement l'effet de me surprendre. Après le problème, c'est que le film est construit comme vraiment une opposition forte entre 2 forces de la nature qui sont Batman et Superman. Une force de la nature contre une volonté, inarrêtable et du coup, c'est un peu ce moment-là où justement Luthor arrive à les monter les 2 au fur et à mesure les 2 les uns contre enfin l'un contre l'autre. Tu te dis, enfin c'est pas la même chose par exemple que cette scène elle emprunte aux comics de Dark Knight Returns, de Frank Miller si je dis pas de bêtises, où justement, Superman doit arrêter Batman qui choisit de continuer à être, Batman et cetera machin, et où tu as Superman qui se retient de le frapper parce que c'est son ami. Là, dans la scène, ils sont pas potes, donc du coup, c'est vraiment Ils se mettent sur la brutal, gueule, quoi. voilà et en fait, c'est juste que tu te dis enfin, sur le moment, je me suis dit: «Ah OK, ça s'arrête comme ça» et d'un autre côté, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est un traumatisme d'enfance qui est toujours pas résolu pour Batman». Mmh, Parce qu'il a vu ouais, sa mère mourir devant lui et donc le Mmh. fait qu'on dise le nom de sa mère, ça peut, tu vois, ça chez les gens qui ont un traumatisme comme ça peut être un élément déclencheur de flash, de choses comme ça et c'est ce qu'on voit dans le film. ouais. Donc d'un côté, voilà, enfin, je dirais quand même que c'est pas une mauvaise scène, mais même si je peux comprendre les gens qui disent: «Ouais, c'est ridicule, machin», mais moi je le considère pas comme ridicule, mais voilà. Bah, c'est cool alors, c'est bien qu'on ait justement fait une transition, qui je vous avoue n'était pas réfléchie de base, vers du plus en plus sérieux et vraiment pas mal de développement de votre part donc on passe directement au dernier sujet qui reste dans le même ton. Nous allons maintenant terminer ce podcast avec un sujet assez vaste et qu'on n'aura certainement pas le temps de parcourir dans son intégralité, la représentation de la communauté LGBTQ dans les comics. Timo, on va directement commencer avec une question assez délicate. Penses-tu que cette communauté est suffisamment représentée dans les comics? Alors, non, mais on y tend. C'est-à-dire que, ça l'était clairement pas dans le passé, ça l'est toujours peut-être pas assez actuellement, mais il y a eu une nette évolution quand même, durant les années et au final, c'est un peu comparable à la représentation de la communauté LGBTQ, dans la vraie vie, hein. Donc cette communauté est de plus en plus représentée avec les années et je parle bien de plus en plus représentée, hein. Je parle pas qu'elle grandit, hein, parce qu'en fait, le problème avec cette communauté-là,
pour, faut dire le public mainstream, si on peut s'exprimer ainsi. C'est que c'était plus une communauté dormante qui a toujours existé. Je pense que certainement déjà à l'Antiquité, on avait de la communauté LGBTQ. Enfin peut-être pas, transgenre forcément vu qu'il y avait pas les opérations, possibles et cetera. Mais, c'était vraiment plus une communauté dormante qui, a pu se libérer et grâce à l'évolution de la société, vraiment un peu plus s'affirmer. Donc c'est ainsi d'ailleurs que, à travers les termes, hein, qu'on utilise, au départ, on parlait juste d'être gay, après il y a les termes de bisexuel qui sont arrivés, donc de transgenre aussi, à tel point qu'on parle maintenant de LGBTQ+. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans entre guillemets, avec des grands guillemets, dans l'air du temps. Et alors dans les comics, en fait, c'est arrivé encore un peu plus tard. Parce que même si la communauté LGBT avec, tout ce qui est, la Pride dans des différents pays, hem, commençait à vraiment se faire remarquer, dans les comics, il a fallu un peu plus de temps avant que les personnages LGBT apparaissent ou soient vraiment plus mis en avant. Et donc, et tout ça parce qu'en fait, encore actuellement, et ça je trouve ça un petit peu malheureux, mais c'est encore un sujet qui est assez tabou. Alors ça dépend un petit peu de quelle lettre on va dire, parce que tout ce qui est, homosexuel, je pense que les gens sont un peu plus habitués que les termes de bisexuel et transgenre. Je remarque ça au quotidien que il y a certaines parties de ces anagrammes qui sont plus tabous que d'autres et c'est peut-être parce qu'elles sont plus récentes, ça c'est à voir, je n'ai pas fait une analyse là-dessus. Mais c'est aussi le cas du coup dans les comics et pourtant on a beaucoup de personnages LGBTQ dans les comics et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une chronique qui en parle, Comics Out. Tout à fait. Il y a effectivement de plus en plus de personnages qui sont ouvertement homosexuels, bisexuels ou transgenres dans les comics et dans leur adaptation. Je pense pas que justement certains auteurs vont tomber dans la facilité d'inventer ou de rendre un perso justement membre à part entière de cette communauté LGBT sous la justification de la diversité qui est, on va pas se le cacher, un sujet assez tendance ces temps-ci. Bah, fort heureusement, je trouve que c'est pas le cas dans les comics, surtout ces dernières années. Avant, il y avait tout ce côté tabou, maintenant il y a moins de tabou et les personnages, arrivent et ou font leur coming out et cetera et ça paraît naturel honnêtement. On pense pas qu'ils ont conçu ce personnage pour être homosexuel, pour cette histoire, je pense pas. Je pense pas qu'on peut le dire de on peut dire la même chose des adaptations malheureusement. Alors en film, je vous avoue qu'on n'a pas eu beaucoup d'exemples jusqu'à présent, mais en série télé, ce qui m'offusque toujours, au-delà de l'univers et des intrigues, c'est l'utilisation des personnages de cette communauté-là dans la L'Arrowverse. Donc voilà, ça me tue un peu toujours de se dire que statistiquement parlant, on a maintenant une équipe dans Legends of Tomorrow qui est quasiment, majoritairement LGBTQ et on se dit: «Mais il y a des personnages qui ne l'étaient pas à la base et cetera» et est-ce que est-ce que ça sert vraiment au scénario ou au personnage en lui-même? Est-ce qu'ils ont pas ils inventent cet aspect-là du personnage pour faire entre guillemets «genre», mais de la même façon qu'ils vont utiliser, une proportion incommensurable de femmes dans Supergirl, par exemple. Alors je veux bien qu'on se centre sur, une super héroïne, mais on a l'impression que 90 du cast et 90 des gens dans la série sont des femmes. Donc ça ne représente du coup plus la réalité. Alors c'est bien de vouloir entre guillemets, «c'est bien» dans ce cas-là de vouloir faire de la diversité, mais là, ils tombent dans l'autre penchant et je pense que c'est malheureusement le cas pour beaucoup de personnages dans la série et c'est quelque chose dont est victime, Hollywood et les séries en général, hein. On va faire un film sur, et c'est pas que la communauté LGBT, hein, que je parle, donc on va faire un film sur une super héroïne, du coup, ça doit être une femme qui doit réaliser le film. On doit faire un film sur, un super-héros noir et du coup, bah, tous les membres du crew, réalisateurs, scénaristes doivent être black. Donc il y a un moment, je pense que ça c'est aussi le cas pour la communauté LGBT et ça, c'est vraiment dommage. On va clore ce sujet ici, du coup, si tu le veux bien. Sinon, évidemment, on va pouvoir y passer une journée entière, mais bon, on va essayer de faire plus court. Et du coup, pour terminer, j'aimerais demander à notre invité Marlon quel est son personnage LGBT préféré. Donc, mon personnage, LGBTQ, préféré, c'est Iceman, donc Bobby Drake, hein, de son vrai nom.
Ce qui est intéressant via ce personnage, c'est qu'en fait, on suit en fait le jeune X-Men qui voyage dans le temps, donc avec, plusieurs amis à lui qui sont également des X-Men et donc il rencontre son vieux lui et il décide d'assumer son homosexualité pendant ce voyage dans le temps. Donc en fait, il fait 2 fois son coming out, donc dans le futur et dans le présent dans et dans le et dans le présent. Sauf que, il se trouve que, j'ai découvert que Marvel avait décidé de faire, de ce passage, juste une petite anecdote pour le personnage, puisque pendant l'arc The Extermination, il se trouve que les X-Men qui ont participé, pardon, à ces voyages, ils décident d'effacer leur mémoire pour protéger la chronologie historique et donc il se trouve que les coming out qu'avait fait, Iceman sont comme s'ils n'avaient jamais existé puisque du coup, il oublie complètement la personne qu'il aurait pu devenir. Voilà, donc mais je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant de manière générale, pas forcément que pour cet aspect-là, mais voilà, donc c'est mon personnage préféré. Et vous 2 du coup, c'est quoi? Moi, du coup, ça sera le, le Green Lantern d'une Terre parallèle, à savoir Alan Scott. J'ai beaucoup aimé son histoire et le fait que, bah, à l'époque, vu qu'il était là déjà à l'époque de la Société de justice d'Amérique, c'était un des pionniers à potentiellement à assumer le fait qu'il était gay. Voilà. Et toi, Timo? Bah, moi, c'est aussi Iceman. C'est vrai que Marlon en a très bien parlé et j'ai toujours, apprécié justement ce fameux moment où on se rend compte que c'est vraiment et j'en ai parlé, c'est vraiment l'époque qui fait que le jeune Iceman arrive dans le futur, voit qu'on le 21e siècle est «plus libéré» entre guillemets et du coup peut assumer d'être gay et se rend compte que son homologue du futur l'a toujours, renfermé, ne l'a jamais révélé parce que, bah, lui, il a vécu toutes ces années 60 et 70 et et voilà, on n'était pas à la même époque tout simplement. Bien écoutez, ce sont sur ces mots qu'on va clôturer notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que ces sujets vous auront plu, ces nouveaux sujets aussi un peu différents. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans la section commentaires si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, bien évidemment, vous le permet. Alors, il y a une autre plateforme sur laquelle vous pouvez aussi mettre vos commentaires, ça c'est notre Patreon. Donc c'est par là que se passent nos abonnements et justement, si vous êtes abonné, vous pouvez nous proposer vos sujets pour la prochaine fois. Ainsi, on pourra, tout simplement disséquer l'un des sujets que vous proposez, donc c'est toujours chouette d'avoir un sujet soumis par un fan et alors, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez en fait? Parce qu'en fait, en étant abonné, vous savez donner votre proposition de sujet, mais pas seulement, vous avez accès à plein d'articles on a plein d'articles sur notre site, vraiment plus de 20 articles par mois et en plus de cela, vous avez aussi accès au calendrier, à des vidéos behind the scenes, des épisodes bonus. Bref, qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, nous, on vous attend et on se retrouve pour un nouveau podcast dans 2 semaines sur toutes les plateformes de streaming audio. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut!